Tiraillement de train au Cameroun, le dernier bilan fait état de 79 morts et 551 blessés, dont la majorité a été évacuée vers la métropole portuaire de Douala. En Centrafrique, la journée ville morte lancée par la société civile pour demander le retrait de la force de l'ONU MINUSCA était suivie ce lundi. Et puis, marche de sensibilisation contre les faux médicaments, l'initiative émane de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Au Cameroun, selon un nouveau bilan communiqué ce lundi par la radio d'État CRTV, 79 personnes ont péri dans le déraillement d'un train Yaoundé-Douala ce vendredi. Si aucune raison officielle n'est avancée pour expliquer cet accident, la polémique commence à enfler dans le pays. Accusé d'avoir donné des instructions à la compagnie ferroviaire de rajouter des wagons sur le train accidenté car la circulation routière était interrompue, le ministre des Transports, Edgar Alain Mébé-Ngo, s'en est défendu sur les antennes d'une chaîne de télévision privée. De son côté, le responsable de la communication de Camrad s'est contenté d'assurer à la télévision d'État qu'il y avait une enquête qui permettra de faire la lumière sur l'accident. Parlant de cette catastrophe ferroviaire, les services de secours sont mobilisés pour prendre en charge dans l'urgence les blessés. Et le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a instruit la justice de faire toute la lumière sur les causes de cette tragédie qui a endeuillé de nombreuses familles. Aussi a-t-il décrété ce lundi journée de deuil national en la mémoire des victimes. Quelques survivants nous racontent ici le drame. Je crois que l'ensemble des patients ici sont très bien pris en charge. Je crois que ça va aller. Nous avons vraiment vu comment le train s'est basculé au niveau du ravin et c'était le sauve qui peut. Il fallait sauver, c'est commencer à sauver ceux qui étaient là. Bon, il y a eu beaucoup de morts. Mais ce matin, nous sommes à 84 victimes, donc parmi lesquelles 50 ont déjà été libérés. Donc actuellement, nous comptons 34 patients qui sont encore hospitalisés et mis en observation. Donc, en fait, le pronostic vital n'est pas engagé. Ils sont bien pris en charge. Toutes les dispositions ont été prises par l'hôpital pour qu'ils soient bien pris en charge. En Centrafrique, la journée ville morte lancée par le collectif de la société civile était suivie ce lundi dans plusieurs quartiers de Bangui. Cette journée vise à demander le retrait de la force de l'ONU MINUSCA accusée de passivité face aux groupes armés. Mais dans un entretien à Radio Ndeke Luka, le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, a souligné qu'il ne faut pas mentir aux Centrafricains et dire qu'on a des forces armées centrafricaines qui pourront les défendre. Le gouvernement a de son côté condamné l'initiative de la coordination de la société civile. Notons qu'aucun incident n'avait été signalé en milieu de matinée. Les 26 otages asiatiques libérés ce week-end par les pirates somaliens sont arrivés ce dimanche au Kenya. Ceci après avoir surmonté un ultime danger sorti d'une ville somalienne où se déroulent des combats. Détenus pendant près de 5 ans après une attaque de leur bateau de pêche, les 26 otages ont été libérés grâce à l'aide de John Steed, coordonnateur de l'ONG, partenaire de soutien aux otages, qui a négocié leur libération et qui s'est rendu dans la ville somalienne de Galkao pour les en faire sortir. Comme dans toute négociation, on essaie de trouver les bons interlocuteurs et on a réussi à faire que ceci ait lieu aujourd'hui en impliquant les anciens, la communauté religieuse, les leaders locaux et les gouvernements régionaux pour qu'ils mettent la pression sur ces types pour qu'ils libèrent les otages. 4 ans et demi, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas juste. Je suis tellement heureux, vraiment, je suis tellement heureux. Je remercie l'ONU, Monsieur John, le monde, merci, merci beaucoup à tous. Selon l'organisation Oceans Beyond Piracy, les pirates avaient d'abord pris 29 personnes en otage, mais une personne était morte pendant l'attaque et 2 ont succombé en raison de maladies pendant leur captivité. L'équipage d'une arme 3 battants pavillon d'Oman avait été pris en otage en mars 2012 après une attaque de pirates au sud des Seychelles.
Il s'agissait de la deuxième captivité, la plus longue aux mains de pirates somaliens, juste derrière des pêcheurs thaïs relâchés en février 2015 après 5 ans de captivité également. Notons que les anciens otages viennent du Cambodge, de la Chine, d'Indonésie, des Philippines, de Taïwan et du Vietnam. Allons à présent au Burkina Faso où un djihadiste présumé a été abattu par la police dans la nuit de samedi à dimanche. C'était au cours d'une opération d'interpellation. 3 autres djihadistes présumés sont activement recherchés. L'intervention des forces de sécurité a permis de démanteler un réseau de recrutement de jeunes destiné à alimenter des filières terroristes dans la sous-région et au Burkina. Les précisions avec Claude Romba. Les recruteurs avaient un véhicule. Ils avaient un véhicule et ils se sont enfuis avec le véhicule. Dieu merci, avec la perspicacité des forces de sécurité, le véhicule a été retrouvé et dans une maison tout à l'heure. Et nos amis militaires vont également faire l'opération de déminage parce qu'on n'en sait jamais et permettre également à ce qu'on puisse procéder à une fouille minutieuse de ce véhicule-là. Bon, quelques éléments également ont été appréhendés. Ceux qui doivent être entendus le seront. Ce qu'on doit rechercher, toutes les forces de défense et de sécurité sont à leur trousse. Et la justice est en train de faire son travail, la police scientifique également son travail et la population est en train de collaborer efficacement. Nous avons neutralisé ce qui aurait pu faire couler le sang dans notre pays. Au Bénin, l'ONPB, entendez l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, a rappelé aux nouvelles autorités béninoises les divers engagements pris par l'État pour mettre fin au trafic des faux médicaments à l'occasion de l'appel de Cotonou. Après une conférence publique initiée pour la circonstance, l'Ordre a cette fois-ci organisé une marche de sensibilisation pour sonner l'alerte. Le point à travers ce reportage signé Joël Yetonti, Floris Dossa. Une marche pour la santé, certes, mais une marche tout de même de conscientisation de la masse populaire. Portée une fois encore à son attention pour cette 12e édition de la Journée africaine de lutte contre les faux médicaments, le danger que constitue le phénomène. Les médicaments de la rue tuent. C'est une sensibilisation également à l'envers de nos députés, de nos autorités politico-administratives. 7 ans déjà que les dites autorités se sont engagées à travers l'appel de Cotonou à triompher du mal. Mais les fruits pour l'ordre des pharmaciens sont bien loin de tenir la promesse des fleurs. 7 ans après, le résultat est nul. Nous demandons au président Talon de nous accompagner, d'accompagner le Bénin pour que le Bénin honore ses engagements. Et ceux qui doivent faire respecter les tests doivent prendre leurs responsabilités pour mettre hors d'état de nuire les gros trafiquants, les gros importateurs. À leur côté, pour faire désormais entendre raison, cadre du ministère de la Santé publique et diverses organisations de défense des droits des consommateurs. Chaque fois qu'on vend un faux médicament, c'est quelqu'un qui tombe malade, c'est quelqu'un qui meurt. Et si donc nous estimons qu'on veut faire cesser de souffrir nos parents, il nous revient à nous tous, à chaque fois que nous avons l'occasion de rappeler par les médias ou partout où nous nous retrouvons que les gens ne doivent pas consommer les faux médicaments. Les faux médicaments! Énième marche depuis l'appel de Cotonou, la toute première à l'aide du régime de la rupture, l'ordre espère que cette fois-ci sera la bonne et donnera le déclic pour une réelle volonté politique pour vaincre enfin le mal. Hors du continent africain, à 2 semaines de l'élection présidentielle aux États-Unis, Barack Obama fait campagne pour Hillary Clinton à Las Vegas. De son côté, la candidate démocrate en tête dans les sondages face à Donald Trump a encouragé ses partisans à utiliser le vote anticipé. C'était lors d'un meeting en Caroline du Nord. Reportage. Hillary Clinton, la candidate démocrate à la présidentielle américaine, est en avance dans les sondages. Selon une enquête publiée ce dimanche par ABC News, elle a obtenu 50% des intentions de vote contre 38% pour Donald Trump. Il s'agit de son score le plus élevé depuis le début de la campagne. Lors d'un meeting qui s'est tenu ce dimanche en Caroline du Nord, la candidate démocrate a appelé ses partisans au vote anticipé. Turn out
participez, votez, votez par anticipation. Amenez vos amis, votre famille. Allons-y, montrons que tout est possible en Amérique, même d'aimer la haine de Trump. Merci. Donald Trump a quant à lui reçu ce week-end le soutien d'un premier journal de taille, le Las Vegas Review, journal dans l'État du Nevada. Et c'est dans cette même ville de Las Vegas que Barack Obama a défendu ce dimanche la candidate Hillary Clinton, son ancienne rivale du primaire démocrate de 2008. On a ce type qui se prouve chaque jour et de toutes les manières possibles qu'il n'est pas qualifié pour ce boulot. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est plus qualifié que quiconque à avoir fait campagne pour la présidence. Hillary Rodham Clinton. Le 8 novembre prochain, les Américains éliront leur président, mais aussi les membres de la Chambre des représentants pour 2 ans et le tiers du Sénat pour 6 ans. Le Parti démocrate espère reprendre la majorité aux républicains au Sénat ainsi qu'à la Chambre des représentants. Pour finir, au cours d'une séance extraordinaire ce dimanche, le Parlement du Venezuela, dominé par l'opposition, a dénoncé un coup d'État commis par le pouvoir en place. Une réunion qui a connu quelques perturbations en raison de l'irruption dans l'hémicycle de certains partisans du président Maduro. Cette dénonciation fait suite à la suspension du processus de référendum révocatoire contre le chef de l'État réclamé depuis par les membres de l'opposition. Les détails de la séance à travers ce reportage. Les échanges ont duré 4 heures d'horloge. À leur issue, les députés sont arrivés à une résolution qui prévoit la rupture de l'ordre constitutionnel. Les députés dénoncent également l'existence d'un coup d'État perpétré par le régime de Nicolás Maduro. La séance extraordinaire a été tendue, marquée notamment par l'irruption dans l'hémicycle de groupes chavistes et pro-gouvernementaux. Malheureusement, ce spectacle honteux illustre un gouvernement hors la loi, un gouvernement vil. S'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont régler les problèmes de leur agonie, ils se trompent. Ils nous ont fait perdre notre temps aujourd'hui. C'est une tentative grotesque de copier des coups d'État du Brésil, du Paraguay ou du Honduras. Au Venezuela, il n'y a pas les conditions pour qu'ils imposent un coup d'État. Selon la tradition de la liberté, nous déclarons la rébellion de l'Assemblée nationale face à la rupture de la Constitution. Une réunion est prévue pour mardi prochain afin de déterminer la position constitutionnelle du président. Maduro est accusé d'avoir une double nationalité vénézuélienne colombienne. Les députés invitent le peuple vénézuélien à rester sur la défense active de la Constitution et ce jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Ils sollicitent également la communauté internationale pour activer des mécanismes susceptibles de ramener la démocratie dans le pays. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.